Comment est-ce que deux moments de l'histoire espagnole, qui semblent n'avoir absolument rien en commun, peuvent en fait raconter une seule et même histoire? On a d'un côté une guerre qui s'est étalée sur presque 800 ans, et de l'autre, un petit groupe de poètes du XXe siècle. À première vue, le lien est inexistant. Et pourtant, c'est en reliant ces deux points qu'on peut vraiment comprendre l'ADN de l'Espagne d'aujourd'hui. Alors rentrons au cœur de cette tension. D'un côté, on a l'épée, la Reconquista au Moyen-Âge, 8 siècles de conflits pour bâtir une nation. De l'autre, la plume, la fameuse génération de 27, un mouvement littéraire qui a voulu, lui, réinventer cette nation, mais avec la force des mots. C'est vraiment l'histoire de deux visions de l'Espagne qui s'affrontent. La question est donc posée. Comment une épopée guerrière sanglante peut-elle nous aider à comprendre un mouvement poétique moderne? Parce que sous la surface, ces deux mondes que tout oppose nous révèlent une fracture, une faille fondamentale qui traverse encore l'Espagne aujourd'hui. Pour commencer, il faut remonter aux origines du mythe. Pour bien comprendre l'Espagne moderne, on doit d'abord voir comment elle a été fabriquée, comment elle a été forgée. Eh bien, ça s'est passé dans le feu d'un conflit quasi permanent, la Reconquista. Et il faut bien comprendre que le mot Reconquista, lui-même, il n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une conquête, c'est une reconquête. L'idée derrière, c'est de restaurer un ordre politique et religieux qui aurait été perdu. Et cette notion, cette idée de retour à une unité originelle, va devenir le pilier de l'identité espagnole. Et la durée est juste vertigineuse, 770 ans. Pour qu'on se rende bien compte, c'est quasiment toute la période qui nous sépare de la fin du Moyen-Âge. Il faut imaginer l'impact qu'un conflit d'une telle ampleur a pu avoir sur des dizaines et des dizaines de générations. On peut résumer cette immense épopée en 4 actes décisifs. Tout commence, symboliquement, en 722 à Covadonga. Le gros tournant, c'est en 1085, avec la prise de Tolède. Puis, en 1212, la puissance militaire d'Al-Andalus est brisée à Las Navas de Tolosa. Et l'acte final, c'est bien sûr 1492, avec la chute de Grenade. Au bout du compte, le résultat de ce très long processus, c'est l'émergence d'une vision très précise de l'Espagne. Une nation unique, unifiée sous une seule couronne et surtout, une seule foi, le catholicisme. Une identité monolithique, littéralement née de la guerre. Cette identité de fer, forgée par la guerre, a dominé pendant des siècles. Mais que se passe-t-il quand elle est remise en question? Allez, on fait un énorme bond en avant jusqu'au XXe siècle, où un groupe d'artistes va oser rêver d'une toute autre Espagne. Le point de départ, c'est 1927. Et cette fois, pas de bataille, mais un hommage à un vieux poète baroque, Luis de Góngora. Cet événement culturel va rassembler une constellation de jeunes talents qui, ensemble, vont lancer une véritable révolution. L'histoire les retiendra sous le nom de la génération de 27. Et quel talent! On ne parle pas de n'importe qui. Des noms qui, aujourd'hui encore, résonnent dans la littérature mondiale. Federico García Lorca, le poète du peuple andalou, Rafael Alberti, Pedro Salinas. Chacun à sa manière va réinventer la poésie espagnole et la faire entrer de plein pied dans la modernité. Ce qui est absolument fascinant avec ce groupe, c'est sa capacité à tout mélanger. Ils ne rejettent pas le passé, au contraire, ils vont puiser dedans, dans la tradition, mais ils fusionnent ça avec les courants les plus modernes de leur époque, comme le surréalisme. C'est vraiment un mélange unique de tradition et d'avant-garde. Quelle plus haute joie vivre dans les pronoms. Ce vers de Pedro Salinas, c'est presque leur manifeste. Pendant que l'Espagne de l'épée insistait sur un nous unique et national, eux ils explorent le je, le tu, le il. C'est une poésie qui célèbre l'individu, l'humain, dans toute sa complexité. Une vision radicalement plus ouverte. Et attention, cette révolution culturelle n'était pas seulement une affaire d'hommes, loin de là. Au cœur de ce mouvement, il y avait las sin sombrero, les femmes sans chapeau. Des artistes, des écrivaines, des philosophes, comme Marura Mayo ou Maria Zambrano. En enlevant leur chapeau en public, un geste scandaleux pour l'époque, elles rejetaient les conventions et prenaient leur place dans le débat intellectuel. On comprend bien que leur projet, il allait bien au-delà de la littérature. C'était un vrai projet de société. Ils rêvaient d'une Espagne moderne, plurielle, qui n'aurait plus peur de ses identités multiples et qui s'ouvrirait enfin au dialogue avec le reste du monde. Mais ce rêve d'ouverture et de modernité allait se fracasser contre le mur de l'histoire. Les années 30 approchent, et avec elles, le moment de la collision va être brutal. Le climat politique s'assombrit à une vitesse effrayante. Après la dictature de Primo de Rivera, la Seconde République de 1931 représente un immense espoir. Mais les fractures du pays sont trop profondes. Et en 1936, l'Espagne bascule dans la guerre civile, dans le chaos. Pour le projet culturel de la génération de 27, et d'ailleurs pour l'Espagne tout entière, c'est une catastrophe absolue. Le rêve d'une nation ouverte, plurielle, est complètement anéanti par la violence du conflit.
Le coût humain de cette catastrophe est terrible, effroyable. Federico García Lorca, le plus célèbre d'entre eux, est assassiné dès les premières semaines de la guerre, et quasiment tous les autres sont condamnés à l'exil. Alberti, Salinas, Cernuda. En quelques mois, cette génération si brillante est réduite au silence, assassinée ou dispersée aux quatre vents. Et c'est là que l'histoire fait un écho tragique. Un peu comme en 1492, quand l'unification catholique s'est faite en expulsant les juifs et les musulmans, eh bien la victoire nationaliste de 1939, elle aussi s'accompagne de l'exil de ceux qui portaient une autre vision de l'Espagne. Une fois de plus, la plume est brisée par l'épée. Mais est-ce que l'histoire s'arrête vraiment en 1939 ? Pas du tout, loin de là. Ce conflit entre ces deux visions de l'Espagne, en fait, il n'a jamais été vraiment résolu, et il continue de hanter le pays encore aujourd'hui. Du coup, la question que posait la génération de 27 est plus actuelle que jamais. L'Espagne est-elle une seule et grande nation avec une histoire unique, ou est-ce plutôt une nation de nations, une mosaïque de peuples et de cultures ? Des tensions régionales au débat sur la mémoire historique, on est en plein cœur du dilemme identitaire espagnol. Au final, ce voyage à travers les siècles nous le montre bien, la bataille pour l'âme de l'Espagne se poursuit. L'épée et la plume ne sont pas que des reliques du passé, ce sont les symboles bien vivants de deux visions d'une nation, une bataille qui ne se mène plus sur les champs de bataille, mais dans le champ des idées, de la mémoire et des récits.